merci d'être venus nombreux ce soir. Bon, on se connaît la plupart, sauf peut-être tous les trois, vous êtes en licence, c'est ça? Ok, licence 3. Du coup, vous apprêtez à partir en mobilité? Ok. Bon, donc Laura, moi j'ai fait mes études ici avec Guy Tapi et puis les autres professeurs. Et j'ai fini en 2010 l'ENSAP et après j'ai fait une thèse, quelques années après avoir travaillé en France et à l'étranger, sur la condition internationale des architectes. Donc voilà, du coup je vais vous en parler un petit peu. J'ai essayé d'axer la présentation sur aussi les étudiants, le parcours d'études à l'international qui prépare parfois des carrières à l'étranger. Donc voilà, en 3 temps déjà comprendre un peu les conditions de cette internationalisation dont on parle voilà, de manière de plus en plus fréquente dans les médias, mais aussi dans les parcours de formation, dans toutes les instances de décision. L'international, c'est un sujet qui est devenu assez fréquent ces dernières années, mais qui n'est pas forcément nouveau. Donc un premier point de contexte. Après, je vais vous parler plus des pratiques des étudiants et des professionnels à l'international, de voir qu'il y a un ensemble de pratiques qui existent, pas seulement celles des stars qui sont les plus médiatisées, mais aussi un certain nombre d'autres qui le sont moins. Et puis enfin, finir sur quelques idées sur les trajectoires en fait, de profil d'internationaliser. Donc là, c'est à partir de l'étude d'un questionnaire que j'avais pu faire passer à l'échelle nationale à un certain nombre, à 1700 en fait, architectes qui avaient répondu, et j'avais pu comme ça élaborer des profils d'internationaliser pour montrer que c'est pas n'importe qui décide de s'internationaliser, mais qu'il y a quelques facteurs qui font que c'est plus ou moins aisé pour certains que pour d'autres. Donc dans les conditions, il y a plusieurs niveaux en fait, qui font qu'on parle d'internationalisation aujourd'hui. Un premier point, c'est la tradition culturelle française. Donc ça, c'est vraiment l'idée de continuité historique. En fait, c'est l'État français qui promeut l'international comme un moyen de se démarquer de ce qui se passe à l'échelle nationale. Donc depuis les années 70, 80, en fait, le ministère de tutelle et le gouvernement, mais ils ont mis en place tout un ensemble de dispositifs qui permettent aux architectes de montrer leur production à l'international. Donc un ensemble de prix, d'expositions, de présentation des travaux des architectes dans les instances type Biennale de Venise, Forum urbains mondiaux, exposition universelle. Et tout ça, c'est soutenu vraiment par le gouvernement. Donc on a aussi vu en France dans les années sous Mitterrand des grands travaux qui avaient fait venir pas mal d'architectes internationaux et qui montraient en fait, qui redoraient un peu ces grands travaux face au reste du monde, donc la pyramide du Louvre et puis un ensemble de travaux ont pu être menés par des équipes internationales associées à des architectes locaux, et donc à partir de là cette pratique en fait de construire ensemble avec différentes équipes, c'est démocratisé. Et ça, c'est un peu une caractéristique française. Après, il y a un deuxième niveau dans les conditions que j'ai pu étudier, c'est celui de l'engagement social dans l'action humanitaire. Donc ça, c'est plus un niveau qui s'est développé dans les années 70, en fait, d'abord avec les médecins, qui, pendant la guerre du Biafra, en fait, les médecins s'étaient détachés de la Croix-Rouge pour créer Médecins sans frontières, pardon. Et après, les architectes ont suivi le pas avec Architectes sans frontières, et un ensemble de fondations et d'associations se sont créées dans ces années-là pour agir dans des contextes de guerre, de crise, plutôt pour répondre à des besoins primaires d'habitat, de construction d'hôpitaux, de centres de soins, ce genre de choses. Et depuis, c'est devenu un marché, en fait. Donc l'humanitaire, il y a plusieurs facettes. Il y a la facette très sociale, dont on entend parler, où tout le monde se mobilise pour donner des fonds. Mais il y a aussi une facette plus marchande, en fait, avec tout un système d'organisation assez complexe et que j'ai pu détailler dans la thèse. Là, je ne vais pas forcément rentrer dans les détails ici, mais en tout cas, vous pourrez, si ça vous intéresse de voir plus loin, de le lire dans la thèse. Et puis après, il y a un troisième niveau qui est plus la valeur économique d'activité à l'exportation. Donc ça, c'est un système, une organisation, l'export, qui s'est plus réalisé dans les années 90, en fait. C'est toutes les agences d'architecture qui se structurent, en fait, au moment où ils rencontrent des crises sur les marchés internes de la construction,
pour exporter leurs activités à l'étranger. Et ça a été aussi soutenu par le gouvernement de l'époque, par le ministère de l'Équipement, avec un rapport qui a fait date, qui s'appelle Architecte à l'export, qui date de 1995 et qui est donné un peu des outils pour mieux exporter les agences françaises à l'international. Et donc depuis, là aussi, on a un ensemble de dispositifs qui permettent de faire rayonner les agences à l'international, type Business France, Vivapolis, les instituts français, l'AFEX, donc qui est l'association des architectes français à l'export, mais aussi des agences de recrutement qui sont présentes à l'international comme Archibat. Voilà, donc ça permet, tout cet ensemble, tout cet écosystème-là permet de mettre en réseau des professionnels de l'architecture et de promouvoir en fait leurs travaux à l'étranger. Puis enfin, ce qui nous intéresse bien ce soir-là, c'est le système de formation qui est valorisant en fait à l'international. Dans les écoles d'archi, vous l'avez peut-être constaté, mais le recrutement il se fait un peu dans une logique de grandes écoles où on recrute sur le volet des étudiants qui proviennent plutôt de classes sociales supérieures, à 65% les étudiants sont issus de familles avec des parents qui travaillent dans les professions libérales, professions intermédiaires, chefs d'entreprise. Et donc, c'est des gens plutôt habitués déjà à une ouverture culturelle sur le monde, qui sont habitués à voyager et qui sont soutenus par les familles pour partir en mobilité. Donc en plus des bourses Erasmus qui se sont développées dans les années 90 dans les ENSA, il y a aussi tout l'aspect familial, bien sûr, qui va soutenir et encourager ces mobilités. Et en fait, les architectes dans les écoles partent beaucoup plus que les publics universitaires. Voilà, donc la bourse de l'Union européenne a quand même progressivement démocratisé les mobilités dans les ENSA. Et ces mobilités facilitent le recrutement plus tard dans le monde professionnel sur des marchés mondialisés. Donc souvent, de ce que moi j'ai pu recueillir comme impression, c'est que cette année de mobilité, elle agit vraiment comme un déclic de futures carrières internationales. Donc en plus d'Erasmus, si l'étudiant ne part pas, il y a beaucoup d'autres gammes qui sont proposées dans les écoles, comme les workshops auxquels vous avez peut-être déjà participé, en plus d'Erasmus même parfois, des workshops à l'étranger, des chantiers volontaires ou bénévoles, des stages à l'étranger, et puis bientôt des années de césure, comme ça se fait déjà dans les écoles de commerce ou d'ingénieurs. Donc tout ça, ça participe à impulser une dynamique d'internationalisation. Donc tous ces 4 niveaux-là, culturels, solidaires et sociaux, économiques, et puis la formation, ça constitue vraiment une toile de fond pour tous les nouveaux entrants que vous allez être sur les marchés. Donc selon vos parcours, vos cultures ou vos ambitions, vous allez vous positionner vers un secteur ou vers un autre au fil de votre carrière. Voilà, donc dans un deuxième temps, je vais vous montrer un peu les différentes pratiques que j'ai pu analyser qui se passent à l'heure actuelle à l'international. Vous allez voir qu'en fait l'architecte n'est pas uniquement un concepteur-constructeur, mais qui peut aussi avoir d'autres activités, en particulier dans d'autres pays. Donc j'ai pu identifier là 5 ce qu'on appelle segments professionnels. Donc ces 5 groupes en fait qui sont les alter-architectes, les humanitaires, les institutionnels, les entrepreneurs et les icônes. Donc ils font tous partie de la même profession. Toutes ces personnes qui travaillent là-dedans ont reçu un diplôme d'état d'architecte, mais pourtant ils partagent différentes valeurs selon les groupes d'appartenance qui leur fait travailler différentes activités avec différents dispositifs d'action. Donc à chaque fois, pendant la thèse, là, j'ai interviewé un ensemble d'architectes qui font partie de ces différents segments. Donc ça me permet de vous en parler un peu plus dans le détail. Donc les alter-architectes, eux, c'est plutôt des gens qui diffusent une culture du développement durable. C'est plutôt des enseignants, des chercheurs, des théoriciens, des journalistes, des critiques. Et ça peut être des praticiens, quelquefois installés en libéral. Par exemple, chez eux, il y a un groupe assez fort qui est Cratère, qui est en fait un laboratoire de recherche. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. C'est à Grenoble, un labo de recherche et une association en fait qui s'est fondée dans les années 80
et qui sont spécialisés sur la Terre. Et donc là, c'est un ensemble de 70 personnes, architectes, mais aussi ingénieurs, géologues, physiciens, chimistes, qui travaillent sur la Terre à la fois comme matériau de construction, comme patrimoine, comme habitat. Et ils disposent d'une chaire UNESCO, donc ce qui leur permet de travailler dans une quarantaine de pays, de former des chercheurs sur les connaissances du matériau Terre, et voilà, de travailler avec un ensemble de connaissances internationales. Ça, c'était un exemple. Je vais très vite, après on pourra reparler si vous avez des questions plus dans le détail. Pour les humanitaires, donc là, comme je disais, qui sont engagés à répondre à ces besoins primaires de santé, d'éducation, d'habitat, ils travaillent souvent pour le compte d'associations, d'organisations en situation d'urgence ou de développement. Il y a plusieurs termes possibles aussi, là aussi. Souvent dans des pays dits du Sud, donc c'est-à-dire en développement. Donc j'ai pu interroger différentes personnes, à la fois travaillant au CICR, au Comité international de la Croix-Rouge, mais aussi pour des archis qui travaillent pour des petites associations, type Fondation Architectes de l'Urgence, ou Architectes sans frontières, ou Architectes et Développement. Il y a tout un panel. Et en fait, il y a vraiment une différence entre ceux qui travaillent pour des organisations mandatés par des États, type Croix-Rouge, Comité international, et ceux qui travaillent mandatés par les États pour agir dans des conflits, en situation de guerre et donc dans des conditions assez lourdes, et puis ceux qui travaillent pour leur propre chef, en fait, les associations, sur leurs fonds propres, et qui là décident en fait de là où ils vont aller, et qui ont des conditions de travail moins, disons, moins en crise, moins dangereuse forcément, quoi. Et toutes ces personnes-là, en fait, ils acquièrent au fur et à mesure de leur travail des compétences d'ingénierie, de technique, de manager, de superviseur de chantier. Donc ils se décalent aussi progressivement de ce qu'ils ont pu apprendre pendant le parcours en France pour aller plus vers un travail d'ingénieur, en fait. Ensuite, les institutionnels, troisième groupe, là, ce sont des experts qui sont spécialisés dans les domaines du patrimoine, de l'urbanisme en particulier. Donc, ils sont souvent très proches des sphères ministérielles et ils sont intégrés à des réseaux assez anciens, type UNESCO. Et ils diffusent là vraiment des savoir-faire à la française, donc dans différents continents, en Asie notamment, en Afrique, Proche-Orient, Amérique du Nord. Moi, là, j'avais passé une année à observer les interactions entre l'école de Chaillot et des accords qu'ils ont avec la Chine. Des accords qui sont très structurés à Chaillot, donc l'école du patrimoine, qui forme les architectes des bâtiments de France, mais aussi les architectes urbanistes d'État. Et donc, eux, depuis les années 80, Chaillot, ils ont développé un ensemble de relations internationales assez fort. Et les ministères les soutiennent dans toutes leurs actions. Ainsi qu'une série d'organismes type ICOMOS, qui est vraiment un organisme mondial sur le patrimoine, dédié au patrimoine, et puis l'UNESCO, bien sûr. Donc eux, c'est des architectes praticiens, mais qui deviennent spécialisés dans le patrimoine. Ils produisent souvent beaucoup de recherches et se lient avec d'autres disciplines, là plus archéologie ou histoire. Donc là aussi, il y a un peu un glissement vers les compétences initiales de l'architecte, vers d'autres disciplines, archéo, historiques. Ensuite, les entrepreneurs, donc là le quatrième groupe, eux, c'est donc des gens issus de tout ce mouvement dont je vous parlais sur l'exportation qui est apparu dans la fin des années 80-90. Donc eux, ils poursuivent vraiment un objectif de développement économique de leurs entreprises. C'est des architectes structurés en agence, qui sont en concurrence, qui participent à des concours internationaux, qui créent des filières à l'étranger et qui accueillent souvent chez eux, en Chine ou ailleurs, des jeunes diplômés français et autres. Donc là, j'avais interrogé pas mal d'architectes français, de petites entreprises qui avaient cette volonté d'exporter, mais aussi des architectes expatriés en Chine qui avaient initié leur carrière comme ça en tant que jeunes diplômés, travaillant pour Architecture Studio ou Villemotte, des grandes agences qui travaillent en Russie, dans différents contextes. Et là, chez eux, il y a une tendance qui est en train d'émerger, c'est de faire appel à des agents d'agence. Enfin, ce que j'ai appelé les agents d'agence, c'est qu'ils n'ont pas souvent les compétences pour se mettre en connexion avec les marchés.
ils ont besoin d'une aide juridique en fait et de veille pour voir ce qui se propose à l'étranger. Et eux n'ont pas le temps en France de faire cet effort-là, donc ils passent par des intermédiaires qui sont en fait des gens qui sont des bureaux d'études, qui sont issus d'écoles de commerce ou de droit international et de langue, et qui en fait veillent pour eux sur différents marchés à l'international. Donc j'avais trouvé intéressant qu'il y ait aussi là des nouveaux marchés qui se structurent et qui font l'intermédiaire entre ce qu'on voit, les marchés français et puis les marchés européens ou internationaux. Ensuite, dernier groupe, donc les icônes, là, il n'y a pas besoin de les présenter. C'est le baromètre de la profession, comme on dit. Tous les autres groupes les prennent en référence, soit en bien, soit en mal. En tout cas, ils se positionnent par rapport à ces icônes. Et c'est pas seulement exotique, en fait, ce groupe-là, parce que c'est aussi ce qui permet à tous les autres groupes de se faire connaître à l'international. Donc sans eux, c'est compliqué. Donc c'est souvent eux qui sont mis en avant par les instances gouvernementales, et puis dans les magazines, dans les médias, c'est eux qui font référence, mais c'est en fait la tête de pont des autres architectes plus ordinaires, banals, qui travaillent aussi tout autant. Donc la présence des stars fait prendre du sens en fait au travail aussi des autres. Alors, on arrive déjà à la fin de la présentation. Donc sur les trajectoires, là j'ai mis, c'est des portraits, vous pouvez les retrouver soit imprimés, il y a des petits livrets, je pense qu'il y en a à la médiathèque, mais sinon c'est une série de portraits que j'avais écrit pour Archibat, pour montrer en fait l'internationalisation des parcours. Donc il y a tous les exemples qui sont en ligne sur leur site, donc c'est Archibat portrait et on tombe dessus. Et ces portraits-là, j'ai pu les identifier grâce à donc, un questionnaire que j'avais fait passer grâce au ministère de la Culture et de la Communication et puis via l'Ordre des architectes, mais aussi par différents journaux, type Le Moniteur avait diffusé cette enquête-là, donc j'avais eu pas mal de réponses. Pour comprendre comment les architectes à l'heure actuelle, diplômés, se positionnent par rapport à l'international, qu'est-ce qu'ils font, où ils sont, d'où ils viennent, essayer de comprendre, tracer leur profil en fait. Donc là, je vous ai mis quelques résultats, mais ça va aller assez vite, ne vous inquiétez pas, pour montrer en fait les relations qui sont vérifiées là statistiquement entre l'internationalisation dès la formation et l'internationalisation professionnelle. Donc dans le tableau du haut, on voit que dès la formation, il y a 73% des architectes qui s'internationalisent d'une manière ou d'une autre, soit en faisant une mobilité, soit en faisant des workshops, soit en faisant des stages, soit en faisant du bénévolat. Donc c'est quand même une grosse part du contingent. Et après, quand on regarde ce qui se passe du point de vue professionnel, on a 27% d'architectes qui travaillent à l'international, soit qui l'ont fait dans le passé, soit qui sont en cours, soit qui travaillent exclusivement à l'international. Et en corrélant... Ah, j'ai pas mis... Attends. Ah, voilà. Non, il me manque un truc... Enfin, c'est corrélé. En fait, c'est-à-dire que plus on part à l'international pendant les études, on a 2 fois plus de chances d'internationaliser sa pratique, ce qui semble logique. Mais là, ça a pu être montré du point de vue statistique aussi avec un grand nombre de répondants. Ce qui a pu être montré aussi, c'est que ceux qui s'internationalisent le plus sont ceux qui sont le moins à l'ordre, inscrits à l'ordre. Ce qui semble aussi logique parce qu'en fait, les pratiques à l'ordre sont plutôt des pratiques locales. Souvent, la moyenne d'âge d'inscription à l'ordre, c'est 36 ans. Et donc, c'est un âge où souvent on a fondé une famille, on est installé chez soi en France. Et donc, on travaille sur la scène locale, souvent même proche de l'école où on a été formé. Tandis que d'autres qui choisissent un parcours international vont probablement moins s'inscrire à l'ordre, ou alors s'inscrivent à l'ordre et font de l'export, mais ce n'est pas la pratique courante. Qu'est-ce que j'ai mis? 2 fois plus. Voilà, on a 2 fois plus de non-inscrits qui travaillent à l'international. Ensuite, là, c'était pour vous montrer les dispositifs choisis par les étudiants, donc pendant les études. Ça reprend le tableau que j'ai pu vous montrer avant. Donc 55%, plus de la moitié des étudiants ont participé à des workshops pendant leur formation.
quasiment la moitié ont fait une mobilité, un tiers ont fait un stage à l'étranger, près de 10% ont fait du bénévolat à l'international, et le volontariat est à la marge, un petit pourcent. Les premières destinations qui ressortent, c'est l'Italie, ensuite l'Espagne, l'Allemagne et le Canada. Et en général, les étudiants partent au moins une année. Donc parfois, un quart part quand même plus d'1 an, donc ce qui n'est pas négligeable. En fait, souvent, ce qui se passe, c'est qu'ils prolongent la mobilité en faisant un stage ou un petit boulot ou autre, quoi. Mais on voit que 6 mois, c'est peu demandé, alors qu'à l'université ou dans les écoles de commerce, c'est très fréquent. Donc ça, c'est aussi intéressant, parce qu'au bout de 6 mois, c'est vraiment un moment où on s'acculture à la langue, au mode de fonctionnement du pays, au code, tandis que 6 mois, dans l'expérience vécue, ça passe en une vitesse éclair, c'est vraiment le temps qu'il faut pour se sentir un peu intégré au pays. Donc voilà, c'est important d'y rester plus que 6 mois. Voilà. Après, alors ce qui est aussi intéressant, c'est que les architectes et étudiants voyagent beaucoup. En général, c'est 10 à 20 pays. Donc c'est quand même beaucoup. Et pour 17% des répondants, c'était plus de 20 pays. Donc on voit aussi sûrement la facilité qu'ils ont de pouvoir voyager. On voit aussi que ça fait partie de la formation que de voyager. C'est au-delà de l'étude dans les livres qu'on peut voir en histoire de l'architecture ou dans les cours, c'est important dans la formation de se confronter aux réalités physiques, d'aller voir sur les terrains. Et souvent, les architectes, le motif principal qui ressort, c'est l'aventure, mais on sait que ils en profitent pour étudier, faire des photos, faire des croquis, s'inspirer, écrire. Il y a tout un ensemble de choses qui sont indispensables à la formation de l'architecte qui se passe pendant le voyage. Et on voit que le travail, en fait, là, dans ce questionnaire, c'est 10%. Donc c'est pas la première raison de voyager qui ressort. Et pendant les entretiens, c'est ce qui ressortait beaucoup. Les voyages sont d'abord là pour nourrir la culture architecturale et inspirer pour créer de nouveaux projets. Donc voilà, une culture professionnelle ouverte au monde. Ce qui ressort aussi dans le questionnaire, c'est le numéro 1 des favoris, c'est Renzo Piano, le deuxième Peter Zumthor, donc 2 figures qui ne sont pas françaises, alors qu'on interrogeait là des diplômés français. Ils prennent en référence des internationaux qui ont eu des prix Pritzker, qui ont la reconnaissance internationale. Et ensuite, entre Guéry et Jean Nouvel, j'avais demandé est-ce que vous préférez l'un ou l'autre, et c'est Guéry qui détrône la star nationale. Voilà, donc ce questionnaire, il a permis de faire sortir 4 profils en fait, d'internationalisés. Donc on voit là sur le schéma en fait, ce qui est au carrefour des plus et des plus, c'est-à-dire quand la personne a un parcours très internationalisé dès la formation et qu'elle a aussi beaucoup de pratiques professionnelles à l'international, je les ai appelés les initiés. C'est-à-dire que en fait, pour eux, l'international, c'est une évidence, c'est quelque chose qui est là depuis le départ, qui est dans leur famille. Souvent, c'est des enfants soit qui viennent d'origine multiculturelle, de l'immigration, qui ont vécu eux-mêmes en tant qu'expatriés un certain nombre d'expériences, qui ont l'habitude de parler plusieurs langues. Et à l'opposé, les moins et les moins, donc ceux qui ont eu moins d'expérience pendant les études à l'international et qui pratiquent moins à l'international pendant leur carrière, je les ai appelés les universalistes. Donc c'est quand même des gens qui s'intéressent à l'international dans le sens où ça nourrit leur pratique locale, mais qui n'ont pas forcément l'envie ni la possibilité d'aller travailler physiquement à l'étranger. Et entre les deux, donc on a les bivalents qui, eux, travaillent entre deux, en fait, qui ont démarré parfois jeunes une carrière à l'international, mais qui sont rentrés pour des questions de contraintes, soit familiales. On se dit, souvent, la raison principale que j'ai pu observer, c'est la naissance des enfants, l'éducation dans un autre pays qui coûte cher, alors qu'on a un service social assez intéressant en France. Et puis, sinon, le blocage, c'est souvent l'éloignement des proches, de la famille. C'est pas forcément que des questions professionnelles, mais c'est beaucoup des questions personnelles, en fait, internationales. Et après, on a un profil plus stratégique, qui, là, c'est pas forcément des gens qui ont eu beaucoup d'expériences internationales pendant les études, mais qui engrangent un grand nombre d'expériences pendant la vie professionnelle.
Et là, c'est typiquement des entrepreneurs qui exportent, qui se construisent leur carrière en se démarquant de manière stratégique. Voilà, donc tout ça, c'est les profils que vous pouvez retrouver en ligne. Et j'en ai terminé pour la présentation. Et voilà. Merci.